toutes et à tous. Durant cette présentation, je vais interroger le tutoriel vidéo comme nouveau genre médiatique à travers une observation des utilisations des plateformes par des tutoriels qu'on retrouve à la télévision et par une enquête qualitative menée auprès de créateurs de tutoriels vidéo. Donc, quelques éléments de définition pour commencer. Le tutoriel il peut être caractérisé de manière générale comme un guide d'apprentissage ou un mode d'emploi qui est destiné à un utilisateur pour qu'il puisse former ou apprendre à réaliser une action de manière autonome. Et aussi, il est caractérisé par le fait de séquencer les différentes étapes de réalisation. Et si à l'origine, c'est un terme qui était plutôt utilisé pour définir un mode d'emploi dans un contexte d'utilisation d'outils informatiques, actuellement, les thématiques sont abordées dans les tutoriels, et notamment en ligne, elles sont infiniment variées. Donc, quelques éléments de contexte. Le genre tutoriel vidéo en ligne se situe dans le contexte du web participatif, qui est caractérisé par le fait que chacun puisse produire et diffuser du contenu, mais aussi dans un contexte où le développement des outils de production et des supports de visionnage, comme par exemple les téléphones, les tablettes ou autres, permettent à chacun de pouvoir produire avec des coûts d'entrée financiers notamment moins importants que précédemment. Et quelques statistiques pour illustrer l'importance de ce format en ligne. Et du coup, on voit que c'est un format qui est les pratiques d'usage liées à ce format sont en constant essor. Du coup, si on constate une forte présence des tutoriels vidéo en ligne, cette présentation, c'est l'occasion de s'interroger sur leur place dans les médias traditionnels. Et d'abord quelques éléments liés au développement du numérique et à la télévision. Donc, pour le développement du numérique, la télévision, elle évolue. Donc, par exemple, il y a des programmes de flux qui sont disponibles sous forme de replay. Et l'émergence de nouvelles chaînes comme la TNT, de nouvelles formes d'offres de contenu vidéo comme les web télé ou des chaînes qui sont disponibles sur des plateformes. Et avec ces évolutions, le téléspectateur il est face à une grande offre de contenu, mais aussi à franchir les contraintes de rareté et de temporalité qui étaient caractéristiques de la télévision traditionnelle. Donc, par exemple, il peut regarder l'émission de son choix en replay ou sur d'autres plateformes. Et on trouve des traces du tutoriel à la télévision dès 1956. Donc là, c'est une recherche qui a été effectuée sur le site de l'INA. Et la recherche s'est faite de la manière suivante, en mettant le tutoriel dans la barre de recherche et en classant les résultats du plus ancien au plus récent. On tombe sur cet extrait d'une émission appelée Magazine Féminin, qui était diffusée sur la première chaîne de l'RTF de 1952 à 1970. Et dans cette émission-là, cet extrait d'émission montre comment réaliser une chemise de nuit. Et un résultat qui est assez intéressant, c'est que le terme tutoriel n'est pas employé par la vidéo, mais il se plutôt dans le catalogue de l'INA. Du coup, aussi, on trouve dans les archives liées à cette émission d'autres types de tutoriels, comme par exemple des recettes ou des recettes de cuisine, ou des leçons de maquillage, mais aussi des tutoriels de maquillage, mais aussi des contenus aux soins de la maison et des enfants, comment couper les cheveux de ses enfants, ou comment être une bonne ménagère entre guillemets, comment on doit entretenir la maison. Et on peut demander actuellement ce qu'il en est de la place des tutoriels à la télévision. Donc ça, c'est une idée assez prévisionnelle, mais c'est une première entrée. C'est de recenser les émissions de télévision qui correspondent à leur tutoriel et qui sont actuellement diffusées à la télé en France, donc sur les chaînes principales et de TNT. La recherche s'est faite à partir du site internet France Télévisions. La période couverte est du 31 octobre 2023 au 13 novembre 2023.
programme télévisé jusqu'au 13 novembre. Et finalement, il y a trois émissions qui semblent correspondre au genre tutoriel. Donc la première, c'est Petit pain en équilibre, qui est diffusée sur TF1. Elle est animée par Laurent Mariotte. Il s'agit de recettes de cuisine. Elle est diffusée 3 fois par jour en semaine et 1 fois par jour le week-end. Cette émission dure 2 minutes et elle est également diffusée sur TFX, qui fait partie du groupe TF1. Ensuite, il y a l'émission Vie en direct, qui est diffusée sur C8, animée par Sandrine Arquizet et son équipe de coach. Donc il y a des coachs différents qui interviennent sur les émissions. Elle est diffusée seulement en semaine, entre 5h20 et 7h, et 2 émissions consécutives s'enchaînent. Chaque émission dure 9 minutes. Et enfin, il y a l'émission Le Potager de Julie, qui est diffusée sur France 3 et qui est animée par Julien Dordo. Cette émission-là, elle est diffusée tous les samedis à 15h35 et elle dure 50 minutes. Donc, du coup, tout à l'heure, on a vu que le numérique avait un peu de consommation dans l'offre télévisuelle. Et du coup, je me suis questionnée sur l'usage des plateformes qui sont liées à ces émissions télévisées. Donc, en première extension, les plateformes télévisées. Donc, Petit pain en équilibre, il y a un présentant replay sur YouTube, un site internet aussi qui est dédié, et un compte Instagram. Pour le potager du Julie, il y a le replay, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Et Vie en direct est accessible en replay sur YouTube et Facebook. Et du coup, j'essaie d'identifier quelles sont les logiques d'usage et de circulation de ces contenus entre les plateformes. Donc, dans le cas de Petit pain en équilibre, les conditions de place sont assez floues. Sachant que la première vidéo disponible, elle date d'août 2016, alors que les émissions qui sont diffusées plus récemment affichent de manière assez claire une disponibilité de 35 jours à partir du jour de diffusion à la télévision. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de logique de publication identifiée, d'autant plus qu'il y a certaines vidéos qui datent de plus de 35 jours et qui sont toujours disponibles. Mais on observe néanmoins la circulation de certains contenus sur les différentes plateformes qui sont utilisées. Donc, par exemple, là on peut voir la circulation d'une même recette en replay sur YouTube, sur le site internet de Laurent Mariotte et sur son compte Instagram. Et en termes de logique, c'est assez fou parce que en fait, la recette a d'abord été publiée sur Instagram en septembre, puis sur YouTube en octobre. Ensuite, elle a été diffusée sur TF1 et accessible en replay depuis octobre. Et la publication sur le blog, elle est en commun. Mais si on ne sait pas de logique particulière, on peut observer une certaine circulation du même contenu entre les plateformes. Et un autre point qui est assez intéressant, c'est qu'en replay, il y a la présence de générique et du nom de l'émission, alors que sur les autres plateformes comme YouTube, le blog et Instagram, ça va plutôt être directement sous le nom de Laurent Mariotte. Et dans le cas des contenus vidéo, en fait, c'est exactement les mêmes, sauf que sur YouTube et Instagram, donc le format réel, même si les durées sont identiques, il y a juste le générique de l'émission qui va être supprimé. Ensuite, concernant les potagers de Julie, donc les replays sont illimités, l'utilisation de YouTube n'est pas systématique et il y a quelques extraits qui sont diffusés sur Facebook. Donc, de manière générale, pas de logique particulière identifiée, sauf sur Instagram, où à partir depuis la saison 2, chaque émission des potagers de Julie qui dure 52 minutes est déclinée en 3 publications. Donc la première publication par ordre chronologique qui est publiée va être une présentation du potager. Ensuite, il va y avoir un tutoriel de type recette avec qui fait l'usage du produit qui est utilisé dans ce potager-là, et un tutoriel de type jardinage au bricolage. Là, dans ce cas, c'est vraiment des extraits qui sont des extraits de qui sont extraits de l'émission totale qui dure 52 minutes et qui sont présentés et déclinés sous 3 formes sur Instagram. Et
Et finalement, concernant le GM Direct, alors le replay est disponible pendant 1 an. Il n'y a pas vraiment de légitimation sur les contenus vidéo, par exemple, la chaîne YouTube elle n'est pas utilisée depuis 1 an. Mais on constate, on peut observer sur Facebook que depuis février 2021, chaque semaine, il y a une publication du planning des séances qui sont diffusées, avec la thématique de la séance et l'animateur, le coach en question. Donc finalement, cette petite enquête nous a permis d'identifier quelques émissions de type tutoriel qui sont actuellement diffusées à la télévision. Et elle va aussi permettre d'identifier certaines logiques d'usage des plateformes. Vraiment, la période d'observation est relativement restreinte. Une période d'observation plus longue va peut-être permettre l'identification de logiques de publication supplémentaires. Par exemple, on a accès aux émissions supprimées des replays ou autres. Maintenant, sans vouloir former une comparaison stricte, on va s'intéresser aux créateurs de tutoriels vidéo en ligne. Car si la plateforme élargit les possibilités de publication, notamment en baissant les barrières à l'entrée, donc un cours financier et plus simple d'accéder aux plateformes et de diffuser des contenus en ligne, l'un des effets, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de contenus en ligne et du coup, les créateurs doivent se différencier pour générer de la visibilité. Et du coup, on se questionne sur les usages des plateformes par les créateurs de tutoriels vidéo en ligne. La méthode qui est employée ici, c'est une méthode qualitative, d'une part par entretien semi-directif, et de l'autre en utilisant une grille d'observation des dispositifs socio-techniques. La sélection des échantillons est assez simple parce qu'au départ, c'est vraiment une enquête exploratoire, ça l'est toujours, mais à partir de YouTube uniquement. Donc c'est des créateurs qui publient forcément sur le site. J'ai identifié certaines thématiques qui pourraient donner lieu à des tutoriels. Et ensuite, je tapais la requête tutoriel plus sur les thématiques associées à partir d'une typologie non exhaustive. Et le critère de vraiment principal, c'est qu'il y a plusieurs vidéos de type tutoriel sur la chaîne. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des chaînes dédiées aux tutoriels, mais des personnes qui en proposent. Parce que, par exemple, il doit y avoir aussi des vlogs ou d'autres types de formes. Finalement, l'échantillon de cette enquête il est composé de 16 enquêtés. Il y a 12 hommes et 4 femmes. Les thématiques sont très variées, donc les thématiques de la chaîne sont variées. Donc on trouve des vidéos du numérique, de la musique, de la pâtisserie, de la couture, du DIY, par exemple. Et la nature, l'activité est précise quand il s'agit d'une activité principale, c'est-à-dire que la création de contenu, c'est la totalité du revenu financier généré par ces personnes est lié à la création de contenu. Quand c'est une activité secondaire, c'est-à-dire qu'il y a une part de revenus générés par l'activité de création de contenu en ligne, et le loisir, le revenu n'est généré. Et du coup, pour analyser l'usage de ces plateformes, il y a une première sélection qui a été faite avec ce que j'ai appelé la multipositionnalité active. Et par multipositionnalité active, en fait, dans ce cas-là, il s'agit de créateurs qui ont au moins décliné 5 tutoriels différents sur les différentes plateformes utilisées. Donc il y a 8 enquêtés qui correspondent à qui font usage de la multipositionnalité active. Et ce que nous montre cette première analyse, c'est que l'utilisation des plateformes comme Facebook, Instagram et TikTok est plutôt utilisée comme vitrine pour conduire vers le contenu principal qui est diffusé sur YouTube. Et dans ce cas-là, ces usages de vitrine des plateformes peuvent prendre la forme de photographie ou de versions écoutées des vidéos publiées sur YouTube. Et un élément assez intéressant qui participe à cette multipositionnalité, c'est l'émergence du format vertical, qui permet aux créateurs de faire circuler aisément
plateforme où il est possible de publier ce type de contenu. Aussi, au niveau de la rémunération, le nombre de vues, il y a différents systèmes qui sont mis en œuvre par les créateurs de contenu pour générer des formes de revenus. Donc, je les ai décrits en deux parties, entre guillemets. Donc, ça peut soit être la vente de produits ou de services. Et dans le cas de ces propositions, les produits peuvent être physiques ou dématérialisés. Donc, on peut trouver des livres, des books ou alors des formations qui prennent la forme de packs entre guillemets, donc par exemple une formation de guitare. L'utilisateur pourra avoir accès contre un paiement à un pack qui contient une vidéo, du texte et des tablages par exemple. Mais aussi, on a une proposition de service qui peut avoir des prestations qui peuvent être réalisées en présentiel ou en distanciel. Dans le cas de prestations en présentiel, il peut y avoir plutôt des ateliers de cuisine par exemple, ou des prestations de photos ou de vidéos durant les événements. Et concernant les prestations à distance, ça va par exemple être des cours de guitare par Skype. Et pour certains enquêtés aussi, il y a le recours aux plateformes de dons comme Tipeee et Utip par exemple. Et très rapidement, ces plateformes de contenu en ligne, si elles prétendent être des espaces ouverts au public et neutres, elles exercent des contraintes sur la visibilité des contenus produits, notamment à travers les algorithmes. Et ces algorithmes ne sont pas vraiment identifiés ou connus par les créateurs. Et du coup, ça amène à adopter des stratégies de visibilité pour tenter à l'aveugle, entre guillemets, d'entrer ou de favoriser leur contenu selon l'algorithme. Du coup, un premier extrait d'entretien, on voit un créateur qui engage son utilisateur pour permettre à certains de ses abonnés d'accéder à une vidéo qui n'a pas été encore publiée, et ce qui génère un certain nombre de vues sur la vidéo hors ligne. Et du coup, on voit qu'on ne sait pas comment l'algorithme YouTube va traiter ça. Et on fait ça plutôt sous forme de test. Et en deuxième extrait d'entretien, on voit une stratégie de visibilité qui consiste à ne pas supprimer les vidéos publiées, même si elles sont obsolètes, et plutôt de rediriger, de mettre en commentaire épinglé la vidéo mise à jour. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette enquête-là, il est en opposition d'un côté les intérêts business et de l'autre côté les points de vue éthiques, en justifiant que pour générer de l'argent, parfois il faut faire quelques détours par rapport à l'éthique. Et donc finalement, conclure, si entre les contenus de type tutoriel à la télévision et en ligne, on peut avoir de comparaison stricte parce qu'il y a des différences structurelles très importantes, on peut quand même constater que la plateforme du tutoriel n'avait pas énormément selon les médias au sein duquel il est diffusé. Mais dans les médias traditionnels, la place pour ce genre elle est plutôt relative. Et donc, il y a quand même plutôt des épisodes qui sont ciblés des plateformes pour répondre à des objectifs de visibilité. Dans le cas des créateurs en ligne, la gestion de ces contenus est plutôt individuelle, sauf on retrouve une exception. Et donc, dans un contexte où tout le monde peut faire diffuser du contenu, l'offre très importante de ces contenus pousse les créateurs à élaborer parfois à l'aveugle des stratégies de visibilité pour gagner en ligne. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Charline. Vous m'entendez? Oui. Je me tourne donc vers le
Alors, il y a une première question. Je ne sais pas où est le micro. Je ne vois pas. Elle est là. Alors, vous avez une première question de Laurence Leveneur. Oui. Je vais me mettre là, non, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Je m'interrogeais sur le titre, notamment de votre présentation, en fait, parce que vous me demandez si c'est un nouveau genre médiatique. Et vous avez commencé justement en nous resituant le tutoriel dans une généalogie qui est assez ancienne. Donc, est-ce que c'est un nouveau genre médiatique d'après vous, ce tutoriel? Et que faites-vous? Parce que vous avez parlé d'émissions qui s'apparenteraient à des tutoriels qui viennent de la télévision. Que faites-vous de ces capsules qu'on trouve dans les émissions dites de coaching, par exemple, qui ressemblent très fortement aux tutoriels qu'on voit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok? Je pense à par exemple Incroyable Transformation sur M6, qui est M6, une chaîne vraiment de coaching, de vie. Voilà. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous penchez? Merci pour votre question. Alors, du coup, par rapport aux questions sur si le tutoriel est un nouveau genre médiatique, c'est toujours questionnant, mais j'aurais tendance à dire que non en termes de format, parce que dès les premières vidéos qui font un tutoriel à moi, on trouve des codes assez similaires. Donc, par exemple, la salutation, la présentation du résultat en début de vidéo, le séquençage des différentes étapes nécessaires à la réalisation et finalement la présentation du résultat. En termes de fond, ça reste assez similaire. C'est plutôt les usages et les circulations qui sont liés à ce format qui sont différés selon s'il s'agit d'un média traditionnel ou en ligne. Et justement par rapport à ces émissions de coaching, alors je ne suis pas vraiment familière avec ces émissions. Sur la format non plus, mais on pourrait les considérer comme tutoriels si, selon la définition que j'utilise, on retrouve justement cette idée de réaliser les étapes en même temps et de manière séquencée. Donc là, je ne sais pas si ça correspond ou pas, ou si c'est plutôt par exemple des conseils plutôt de type développement personnel. Nous vous remercions beaucoup, Charline.